au nom du peuple français, avec la participation du Figaro Magazine. La parole est aux images. Bonsoir. Vous n'allez pas assister à la reconstitution du procès de Louis XVI tel qu'il se déroula exactement. Louis XVI fut jugé par la Convention nationale qui était l'Assemblée nationale de l'époque. Les 16 et 17 janvier 1793, 749 députés furent appelés à défiler à la tribune pour statuer sur son sort. Nous, pour mieux concentrer le drame de l'événement, nous avons prévu un tribunal révolutionnaire avec président, défenseur, témoin et accusateur public. Mais si nous n'avons pas respecté la forme de la procédure, nous avons strictement respecté le fond de la vérité historique. Sur toutes les questions de fond, avec une rigoureuse honnêteté, nous avons voulu rassembler tous les éléments qui vous permettent d'établir votre propre jugement. Personnellement en particulier, de toute ma conscience, j'ai tenu à observer balance égale entre défenseurs et ennemis de Louis XVI. Mes trêves d'explication, place à Louis XVI et à ses juges, face à vous tous, face à l'histoire. Citoyens, la Cour! Je déclare ouvert ce grand tribunal extraordinaire de la France, à l'issue duquel tout notre peuple lui-même aura à décider des culpabilités et du sort d'un despote en la personne de Louis Capet. Garde, faites entrer l'accusé. J'invite les citoyens présents à observer le plus grand silence. Je ne tolérerai aucune manifestation bruyante, aucun signe de mécontentement ou de désaveu. Non seulement il faut que le silence des tombeaux effraie le coupable, mais nous devons montrer au monde entier, citoyens, présidents, que serviteurs de la justice nous sommes, sectaires nous ne sommes pas. Greffier, lis l'acte d'accusation. Paris, 16 janvier 1793, palais de justice. Le rapport d'enquête de la commission spéciale de 21 députés de la Convention nationale a abouti à l'unanimité aux conclusions ci-après. À l'unanimité? À l'unanimité. Poursuivons. Rappelons que sur proposition de Billaud-Varenne, député de Paris, la Convention nationale, le jour même de l'annonce de la victoire de Valmy,
décréta que désormais les actes publics seraient datés de l'an 1 de la République française. La monarchie était morte. Il n'y avait plus que le roi de vivant. Force était de statuer sur son sort. Ajoutons que durant son règne, Capet, soit de par la fonction de roi absolu, soit à titre personnel, s'est rendu coupable de multiples forfaits qui couvrent à jamais son nom de flétrissure. Despotisme, corruption, dilapidation de fonds publics, mépris du peuple, emprisonnement arbitraire, complot avec l'étranger. Je tiens à dire tout de suite qu'en dénommant l'accusé Louis Capet, nous ne faisons que le désigner par son nom de famille. Et je rappelle que l'acte d'accusation dont il est donné ici lecture émane de la Convention nationale à laquelle nous devons respect à l'infini. Rappelons qu'avec une incroyable hypocrisie, Louis Capet, une fois la Bastille prise et le peuple maître de Paris, abusa le peuple de France en faisant semblant de poursuivre une politique que Mirabeau appelait la réconciliation du roi et de la Révolution, ou encore la cohabitation de la Révolution avec le roi. Hypocrisie qui éclata aux yeux de tous quand le 21 juin 1791, Capet, avec sa famille, s'enfuit de nuit, essaya de gagner la frontière, comptant sur l'appui des armées étrangères, et n'a échoué que du fait de la lucidité et de l'héroïsme des patriotes de Varennes. Greffier, veux-tu poursuivre? Rappelons que la police républicaine, le 20 novembre, se saisit d'une armoire de fer aménagée dans un placard creusé dans un mur du palais des Tuileries. Dans cette armoire, Louis Capet dissimulait sa correspondance d'État la plus confidentielle. Et c'est là qu'on découvrit des documents de la plus haute importance. C'est le moins que l'on puisse dire, citoyen. Lettre avec l'empereur d'Autriche. Correspondance de Louis avec Talon, chef de sa police secrète. Avec l'évêque de Clermont, son directeur de conscience. Avec Mirabeau. Avec le général Dumouriez. Avec le ci-devant marquis de Lafayette. Et avec Talleyrand. Documents qui établissent à l'évidence la traîtrise de Capet. Oui, citoyens, vous avez bien entendu l'acte d'accusation. Tout ceci est de la plus haute importance. On regrettera que les 4 derniers que tu as cités ne puissent comparaître. Mais Mirabeau est mort avant d'avoir à répondre de sa trahison. Lafayette et Dumouriez ont émigré, titulaires d'un faux ordre de mission. Talleyrand est en Angleterre, peut-être même aux Amériques. Greffier, veux-tu poursuivre? Rappelons que Louis a comploté longtemps contre la Révolution et la cause des hommes libres. Rappelons aussi que l'intelligence de Louis avec notre ennemi héréditaire, l'Autriche, ne saurait plus être niée par personne. Enfin, sommé de paraître 2 fois devant l'Assemblée nationale le 11 puis le 26 décembre 1792, Louis n'a en aucune manière réfuté les accusations portées contre lui. Mais il a nié l'existence de l'armoire de fer. Plus encore, il a refusé de reconnaître les pièces à conviction qui portent pourtant sa signature. Et il a donné une telle impression de fausseté que nombreux sont les députés dont la pitié se changea en mépris. En foi de quoi, il est établi que Louis doit être dénoncé au peuple comme un tyran qui constamment s'est appliqué à empêcher ou retarder les progrès de la liberté. Ayant réussi par ses efforts et ses crimes à empêcher une nation libre de se donner une constitution et des lois, Capet a conçu, dirigé et exécuté un plan de conspiration qui visait à anéantir l'État. La coalition des puissances, la guerre étrangère, les étincelles de la guerre civile, la désolation des colonies, les troubles de l'intérieur qu'il a fait naître, entretenus ou fomentés. Voilà les moyens les plus monstrueux dont Louis s'est servi pour relever son trône et humilier son peuple. Et la liberté, citoyen, c'est toujours plus grand qu'un roi. En foi de quoi concluons? Premièrement,
Louis Capet est déféré devant un tribunal extraordinaire sous accusation de conspiration contre la liberté publique et la sûreté générale de l'État. Deuxièmement, ce tribunal consultera lui-même le peuple sur la peine qui doit être appliquée à l'accusé au terme de ce débat public. J'en ai terminé, citoyen président. Ainsi, c'est clair, nous jugeons, et c'est le peuple qui décidera. Tranchera, tu veux dire. Ce sera le jugement dernier pour notre roi. Mais tu n'es pas Dieu. Tu es trop vieux pour être le Dieu de la révolution de la jeunesse. Ce n'est pas une question d'âge, citoyen accusateur public. Dans ma famille, on a sucé le lait de la liberté depuis sa tendre enfance. Mon père est allé à Fontenoy où il a perdu un bras et un œil. Nous avons assez donné à la monarchie. Être révolutionnaire, être républicain, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de foi. Je ne suis pas Dieu, mais j'ai la foi révolutionnaire. Assieds-toi, citoyen accusateur public, tu auras le temps d'intervenir à diverses reprises. Nous allons donc passer à l'interrogatoire de l'accusé. Capet, levez-vous. Ah non! Je te rappelle, citoyen président, qu'ici Capet n'est qu'un simple citoyen. En effet, citoyen substitut, en effet, j'aurais pu dire Capet, lève-toi, mais en l'absence de règles formelles sur ce point précis, tu permettras au président de ce tribunal révolutionnaire de faire comme il l'entend. Capet, levez-vous, vos noms, prénoms, âge et qualité. Mon nom n'est pas Capet. Pourquoi tant d'insolence? Capet est un nom, si glorieux soit-il, qui est trop loin, dans les temps. Louis le XVIe, je suis, Louis le XVIe, je resterai roi de France, successeur des rois qui ont fait la France, et dont je n'ai fait que recueillir l'héritage. Voyons, Louis, il n'y a plus de monarchie. Si, puisqu'il y a toujours un roi. Je suis roi de droit divin, c'est imprescriptible. Seul Dieu peut interrompre mon règne. Vous voulez déjà défier la justice du peuple? Non, j'énonce des vérités simples et parce que je suis de droit divin, sacré et béni, en tant que tel, vous ne pouvez pas me juger. Ce procès est pour rien. Tu trembles, Capet? Oui, de froid. Cet hiver est rude, mais mon cœur est en paix. Et encore une fois, parce que de droit divin, je n'ai aucunement à répondre à vos questions. Il faudra pourtant bien que mes questions soient entendues. Oui, à supposer que devant Dieu, vous puissiez me poser la moindre question. Il en est cependant quelques-unes auxquelles je puis répondre. Mon âge, par exemple, 39 ans. Père et mère, Louis le Dauphin, fils de Louis XV et Marie-Joseph de Saxe. Lieu de naissance, le château de Versailles. Enfant, 2 survivants sur 4. Domicile actuel, la prison du Temple. Greffier porte cela au procès-verbal. Mais surtout mes actes de roi, n'attendez de moi la moindre réponse. Je récuse d'avance votre jugement. Seul Dieu peut me juger. Provocateur, insolent. C'est le peuple qui est souverain. Seul le peuple est roi. Le peuple peut interroger à sa guise. Je n'ai pas voulu vous défier, ni vous blesser, ni vous importuner même. J'exprime simplement la vérité que je porte et qui est devenue ma raison d'être. Je suis né roi, roi, je resterai jusqu'à ma mort, le roi Louis XVI. Tu insultes la République? Non, je n'insulte personne. Si je meurs, je veux mourir sans avoir rien perdu de la dignité de ma conscience. Pour moi, les choses sont simples. La République n'existe pas. Je demeure roi, même au fond de ma prison, même couvert d'infamie, même témoin désarmé des souffrances que les miens endurent autour de moi. Capet, vous avez refusé de choisir un avocat. Néanmoins, vous ne récusez pas celui qui vous a été désigné. Vous l'avez désigné d'office. Il plaidera
selon sa conscience. Qu'en disent vos conseillers? Je n'ai plus de conseillers. Je n'ai plus auprès de moi que la reine pour parler. Quant à mon silence devant votre tribunal, la reine est totalement en accord avec moi. Marie-Antoinette, l'Autrichienne, fut-elle toujours bonne conseillère? Laissez la reine, je vous prie. J'aime ma femme. J'aime toute ma famille. Et les violents ont eu grand tort de faire de nous des monstres. Ainsi donc, conclusion, sur toute pièce du dossier, vous refusez de répondre. Oui, plus personne ne m'arrachera un seul mot. Je vais m'enfermer dans un silence total. Ne tentez pas de m'en distraire, je n'en sortirai plus. Conduisez ce soi-disant procès à votre guise. Moi, en vérité, j'en serai absent. Il est tout de même des points que vous pouvez éclaircir dans votre propre intérêt. Je puis vous assurer que vos arguments seront entendus. Vous n'êtes pas par avance condamné à la peine suprême. Je vous le demande une dernière fois, accusé. Réellement, vous choisissez le silence. Eh bien, soit, j'en prends acte. Greffier inscrit, Capet choisit de ne pas répondre. Pour autant, le procès aura lieu dans les formes. Citoyen président, j'ai l'impression que Louis, en se taisant, si je puis dire, s'est longuement exprimé. En définitive, c'est le procès qu'il décrit aujourd'hui. Il ne répondra pas parce qu'il est ici, sur terre, au nom de Dieu. Et nous, alors, qu'est-ce que nous sommes? La basse chair, le bas peuple. C'est la confrontation entre le lieutenant de Dieu et les lieutenants de la Révolution, ceux qui se battent pour le peuple. On ne vient pas de Dieu, nous. Tout le procès est là. Un homme qui prétend être le lieutenant de Dieu et qui, par là, nous ramène à la place la plus humiliante. Qu'il parle, et son procès aura lieu. Qu'il se taise, et ce sera le procès d'un lâche. Citoyen Collard, c'est à son choix. Je méprise son choix. Je méprise le silence, Président. Le silence peut être une force, citoyen Collard. Vous avez assez parlé. Citoyen accusateur public. Un spectre hante l'Europe, la Révolution française. Ça ne me plaît pas, croyez-moi, d'être Fouquetinville, mais il le faut. Parce que la Révolution est une chose bien trop sérieuse pour être confiée à des gens qui se prétendent sérieux et dont le sérieux n'est qu'une attitude hypocrite du corps pour cacher les difformités de l'âme et qui déjà nous traitent de bouffons tragiques, eux, la réaction, les émigrés, le modérantisme, la contre-révolution qui gronde. La révolution, c'est une machine infernale. Dans révolution, il y a rêve et évolution, mais une évolution foudroyante. Et je suis venu ici pour l'abolition de la peine de vie et pour accuser, mais pour innocenter la mort. Capet, Capet, tu perds déjà la tête. Tu me dis que ton nom est trop ancien. Tu n'es donc pas un aristocrate. Tu ne viens pas d'une vieille famille, si ton nom est trop ancien. Capet, tu me parles de ta dignité. Dignité n'est pas un mot de roi, c'est un mot de bourgeois. Parle-nous plutôt de ta souveraineté. Capet, tu nous parles de ta famille, de ta famille. Citoyen accusateur public. Famille, c'est la multinationale. Citoyen accusateur public, tu prononceras ton réquisitoire tout à l'heure. Tu auras le temps de t'exprimer. J'appelle à la... Citoyen Vergès. Que l'accusation soit rassurée. Mais de quoi? Et pourquoi? L'accusation ici est toute puissante. Elle commande au tribunal. Elle est la police. Demain, elle sera le bourreau. Faut-il donc qu'elle soit si peu assurée de sa vérité qu'il te faille la rassurer et la préserver de tout signe de mécontentement et de désaveu? Faut-il que tu les lises sur les lèvres muettes de chacun? Tu n'as pas les mêmes égards pour la défense. Il est vrai qu'elle n'en a pas besoin. Ni mécontentement, ni désaveu ne peuvent la menacer.
Elle a pour elle le droit des hommes. Ça peur de Elle a ses pour elle fautes. le droit des hommes. Fût-il roi. Ne lisez pas. Citoyens, Elle a le droit. Elle a- citoyens Collard, citoyens Vergès, Ne lisez pas. réservez vos arguments pour vos plaidoiries. Citoyen président. Coupez, Capet! De se taire. Citoyens, Celui que vous appelez le roi vous souffle vos arguments. Déchirez ses papiers, plongez dans la vérité, appelez le peuple à la raison et Citoyen. ne lisez pas. Citoyen président, après cette interruption de Marseillais, vous me permettrez Les une Marseillais phrase. ont fait la révolution Vous me permettez et ils ont une inventé un... je permets à chacun de s'exprimer Bien sûr. en temps et lieu. Président, Citoyens Collard, je n'accepte pas qu'on insulte le chant des Marseillais. C'est eux qui ont porté le chant de la révolution jusqu'ici. nous le savons bien. Le citoyen d'office Nous le savons, mais il a peut été se écrit moquer à de Strasbourg, tout, mais il ne peut pas se moquer. Citoyens, pour l'amour de la loi, Citoyen président. respectez l'ordre. Asseyez-vous, citoyen Citoyen Collard. président, le citoyen Collard se prend pour une chanson. Moi, J'aime les chansons, mais je n'aime pas les refrains. Ce n'est pas Vous une êtes un chanson, refrain. citoyen Un Vergès. refrain qu'on entend C'est trop. un chant. il se prend pour un chant. J'aime le Je chant. termine. C'est tout. Je termine en disant que ni mécontentement ni désaveu ne peuvent nous intimider. Nous avons pour nous le droit des hommes. Il Et lit. pour qu'un gueux Il ait lit. autant de droits qu'un roi, encore faut-il qu'un roi, ici, ait autant de droits qu'un gueux. Si vous Asseyez-vous, aimiez- citoyen Si vous aimiez Vergès. les gueux, citoyen Vergès, Citoyens, je désirerais procéder à l'audition des témoins. J'appelle à la barre le citoyen Danton. Natif d'Arcy-sur-Aube, tout jeune admis au barreau de Paris sous l'Ancien Régime, très tôt engagé dans l'épopée révolutionnaire, en septembre 1792, à la fois ministre de la Justice et procureur de la commune insurrectionnelle de Paris, le vrai maître de la France. Tu t'engages, citoyen Danton, à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je m'y engage. Nom, prénom, âge et qualité. Georges-Jacques Danton, 34 ans, avocat pour l'heure, député de Paris. Tu as été avocat du roi, du En ci-devant roi avant la Révolution. En titre, oui, me voici avocat du peuple, de fait. Tu devines ce qu'on va te reprocher, d'être venu ici davantage en accusateur qu'en témoin. Le peuple m'appelle, je réponds. Parle. Dans l'histoire de l'aventure humaine, rien n'aura été plus grand, plus pur, plus exaltant que cette révolution. Elle aura fait les hommes plus libres, plus égaux, plus fraternels. Elle aura abattu la Bastille, ce symbole hideux de l'oppression. Elle aura offert à l'univers l'immortelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle aura aboli les privilèges. Elle aura rétabli la justice, le sens de la patrie, la fierté de servir les pauvres. Elle aura élaboré une constitution qui pourra faire l'admiration du monde entier. Rien ne saurait être plus sublime que l'épopée révolutionnaire. Voyez avec quel enthousiasme peuvent la servir les armées de la République qui protègent superbement nos frontières. Précisément, cette révolution, le roi aurait dû être le premier à la servir. Il aurait dû revendiquer l'honneur de se mettre à sa tête et ainsi d'illustrer à la face du monde cette gigantesque espérance. Or, Louis ne pensa qu'à sauver son trône. Il refusa de voir le magnifique chemin qui s'ouvrait devant lui. Voilà sa première faute, d'avoir été aveugle sur la seule chance d'avenir de la France. La seconde, citoyen Danton. D'avoir fui, parce que si les patriotes n'avaient pas rattrapé le fuyard à Varennes, il serait aujourd'hui à la tête des armées prussiennes et autrichiennes qui nous combattent. Il organiserait l'extermination des patriotes. Tu nous étonneras toujours. Je lisais ce matin dans la presse que ton zèle révolutionnaire s'était ralenti, que tu en avais assez du sang versé, que tu penchais à la clémence, que tu voulais nuancer ta rigueur. J'ai lu aussi dans les rapports qu'on te voyait moins souvent à l'Assemblée. Ma femme est en train de mourir, je ne quitte pas son chevet. On te reproche même d'avoir mal soutenu Robespierre quand il a fait voter sur la culpabilité de Capet. Pas un préjugé, peut-être le contraire de juger. Je suis heureux de retrouver le Danton de la légende. Citoyen président, en serait-on déjà à mon propre procès? Comme ils se trompent, ceux qui me croient découragé. Moi, je ne suis point de cette foule d'hommes d'État qui ignorent qu'on ne compose pas avec les tyrans.
qui ignore qu'on ne frappe les despotes qu'à la tête, qui ignore qu'on ne peut rien attendre de ceux de l'Europe que par la force des armes. Moi, dès le premier jour, j'ai voté la mort du tyran. L'incident est clos, citoyen Danton. Poursuis ton témoignage. Troisième grief. Ici, devant ce tribunal, Louis figure comme le représentant de ses frères, de ses amis, des princes qui ont fui le sol national pour combattre la Révolution. Il est l'infâme porte-drapeau des misérables qui veulent massacrer les patriotes. Et c'est d'autant plus évident qu'il ne s'est jamais désolidarisé de l'armée des princes constituée à Koblenz pour envahir le territoire sacré. Qu'aurais-tu à dire sur les massacres de septembre, l'exécution de centaines de prêtres que nous avions enfermés dans nos prisons? Je sais qu'on a essayé de m'en rendre responsable alors que j'étais ministre de la Justice. Mais de fait, il n'y a qu'un seul coupable, lui! Encore lui! Car je n'en doute pas. Le 2 septembre restera le grand article du credo de notre liberté. Souvenez-vous, c'était avant Valmy. Les armées de Brunswick nous menaçaient. Brunswick promettait le pire sort si nous attentions à la famille royale. Puis, le peuple de Paris a pris le complot. Le peuple de Paris a appris que dans les prisons, les prisonniers s'étaient armés, qu'il y avait des chefs, des troupes royalistes cachées dans les environs, qu'ils calculaient d'ouvrir les prisons, de libérer le roi et la famille, de lâcher la meute de patriotes, de prisonniers contre les patriotes, et de mettre à mort les femmes et les enfants, les patriotes partis aux armées. Mais n'était-il pas dès lors naturel aux patriotes de prendre les devants, d'exterminer les criminels, d'employer le seul moyen efficace pour prévenir le poignard des assassins, tuer! Précisément, Louis ne pouvait pas ne pas être au courant de ce complot. Le seul homme qui garde du sang sur les mains, le voilà! Je n'ai plus rien à ajouter, citoyen président. La Cour te remercie, citoyen Danton. J'appelle Billaud-Varenne. L'impudence, encore de l'impudence, et toujours de l'impudence. Et le roi est sauvé. Et le roi est sauvé. Et Danton se croit sauvé. Mais tu te trompes. Tu étais ministre de la Justice. Tu étais le chef des prisons après le 10 août. Et le 2 septembre, quand une foule d'égorgeurs payés 6 francs par jour par la commune, avec le vin à discrétion, a massacré les prisonniers, hommes, femmes, vieillards, enfants, tu as laissé faire. Et aujourd'hui, tu approuves le massacre. Et tuer, tel est ton mot d'ordre. Et tu en rejettes la responsabilité sur Louis. Quelle impudence! Mais le peuple n'est pas aussi bête que tu le crois. Le peuple comprend à ton discours aujourd'hui ce que vaut l'aune des accusations portées contre Louis. Coupez Capet. Danton, ton jour viendra, un jour, je le crains, où passer ta tête par cette étrange lucarne de la guillotine. Nous faisons ici le procès de Louis Capet et non d'un autre citoyen accusateur public. Citoyen président. Citoyen Collard. L'avocat de Louis, le citoyen d'office, vient de faire le procès du 2 septembre. Je juge les élèves au maître. Je ne suis pas de ceux qui disent que le 2 septembre fut un grand moment de notre histoire, mais je suis de ceux qui savent que sous le règne de Louis, sous le règne de ses prédécesseurs, on a en place publique exposé les pendus, qu'on a montré les poings coupés, les langues arrachées, le plomb fondu, qu'on a écartelé sur la place publique. Je sais que sous le règne de ces rois, sous le sien jusqu'en 1788, on a torturé publiquement des citoyens, ils s'appelaient alors des sujets, et l'on voudrait qu'un peuple qui pendant 1500 ans a eu l'exemple de la violence, de l'horreur, soit d'un seul coup un peuple sain et doux. J'accuse les maîtres de la sauvagerie des élèves. On n'a pas parlé du 2 septembre. Vous avez parlé du 2 septembre, et si vous ne savez pas de quoi vous parlez, ça devient inquiétant pour votre client. Ça lui fait une circonstance atténuante. Il n'en avait aucune.
2 septembre ou pas, moi je parle au nom de la misère du peuple des souterrains, du peuple des malpostes, des gardiennes des hôpitaux de prison, des gardiennes qui sont aussi pauvres qu'elles ne peuvent même plus allaiter leurs enfants. Je parle des enfants qui ont faim, je parle des enfants qui ont jeté des pierres à Varennes sur ton carrosse, Capet, parce que toutes les révolutions sont menées par les enfants et gagnées par les enfants. J'appelle à la barre Billaud-Varennes. Lui nous vient de la province de Nice. Ancien avocat, collaborateur de Danton, l'un des maîtres du club des Jacobins. Peut-être notre révolutionnaire le plus intraitable. Tu diras toute la vérité? Toute la vérité. Tes noms, prénoms, âge et qualité? Jacques-Nicolas Billaud-Varennes, 37 ans, né à La Rochelle, avocat, député de Paris. Qu'il me soit permis de saluer l'homme auquel nous devons le texte instituant la République. Questionne, je répondrai. J'ai au dossier une note, selon laquelle, ancien père de l'oratoire, tu aurais porté la soutane. Je ne l'ai jamais nié. J'étais en effet professeur oratorien à Juillet avec Joseph Fouché. Mais de qui veut-on faire ici le procès? Personne ne t'importunera plus. Ce n'est pas un hasard si on te surnomme le patriote rectiligne. Je m'honore d'avoir été un des premiers républicains de ce pays. Je l'étais avant que la Révolution ne commençât. Le procès du roi, je l'ai entrepris dans mes livres bien avant que l'on ne songeât à réunir les États généraux. Je défie quiconque de trouver dans ma pensée la moindre contradiction. On jugera peut-être, il est vrai, que mes supérieurs oratoriens m'auront mal enseigné la charité chrétienne, mais je suis de ceux qui croient que la justice éclipse la charité. Venons-en aux faits. Je suis un simple témoin de l'histoire évidente quand je dis qu'un roi absolu est nécessairement un despote, à qui tous les crimes de ses mercenaires doivent finalement être imputés. C'est peut-être une malédiction pour Capet. Nous le savons en effet plus faible que cruel, mais il assume aujourd'hui tous ses crimes commis en son nom, ainsi que tous les crimes de ses prédécesseurs. Force est de reconnaître que... Je suis un simple témoin de l'histoire quand je dis que la monarchie française était devenue un inqualifiable tissu d'arbitraire et d'injustice. Impôts trop lourds et mal répartis, uniquement payés par les pauvres, collecteurs d'impôts aussi implacables que des inquisiteurs, une justice au service exclusif du prince, des ministres incapables et ne songeant pour la plupart qu'à garnir leur propre escarcelle, une foule de courtisans. Cela mérite une effroyable dictature. C'est une effroyable dictature. Tu es dans le sujet. À Versailles, des somptuosités. Je suis un simple témoin de l'histoire. Quand je dis qu'à Versailles, il y avait des somptuosités insultantes pour la misère du peuple. Une reine ne vivant que dans le stupre et la folie dépensière, justement surnommée Madame Déficit. Justement surnommée Madame Déficit, les deux frères du roi, menant la vie la plus effrontée, des princes plus bas que le peuple, un haut clergé complice de tous les forfaits et des pires injustices, ne croyant même plus en son Dieu. Une complicité permanente et cynique avec l'empereur d'Autriche et le sinistre Brunswick, général en chef des armées prussiennes et autrichiennes. La volonté perpétuelle d'abaisser la nation. Quelles autres évidences faudra-t-il donc apporter ? Pour ma part, sur le vu de l'accablant dossier ou de l'approbation de l'histoire, je n'hésite pas. Si j'avais seul à décider du sort de l'accusé, je voterais la mort dans les 24 heures. J'en ai terminé, citoyen président. La Cour te remercie pour ton témoignage. J'appelle le témoin suivant, le valet de chambre Thierry. Nom, prénom, âge et qualité. Thierry, 28 ans, ancien valet de chambre. Ducy devant roi. Ducy devant roi. Je suis présentement employé dans les services de la commune. Parleras-tu sans contrainte? Oui. Je dirai toute la sainte vérité. Pourtant, j'ai été menacé l'avant-dernière nuit, rue Saint-André-des-Arts, par des hommes masqués. Ils disaient vouloir me tuer si je venais parler ici. Tu seras protégé, Thierry. Merci, monsieur le président. Citoyen. Président. Citoyen, président. Citoyen. Ainsi donc, tu as été valet de chambre de l'accusé. Si fait, pendant 7 ans.
Jusqu'à la Noël de l'année dernière, personne mieux que moi ne l'a vu vivre de près, à part mon collègue Cléry, ancien valet lui aussi du ci-devant Louis Capet. Sais-tu que Cléry, lui est resté fidèle, qu'il continue à le servir au temple? Mais nous n'avons peut-être pas les mêmes idées. Je suis pour la Révolution. Que reproches-tu à l'accusé? Non, mais lui pas. Que reproches-tu à l'accusé? Dis-le, tu es ici pour ça. D'abord le luxe où il vivait. Mais il y en avait trop. On peut te faire observer que tu y auras servi avec quelques zèle. Mais c'était mon emploi, hein. Et j'en pensais pas moi. Alors, citoyen? Alors, pour la reine, rien n'était jamais assez cher. Et au jeu, chaque soir, ça dépensait des sommes folles. Mais il n'y avait plus de morale. Les seigneurs passaient leur temps à tendre la main au roi pour une aumône. Oh, et la table, citoyen. La table. Parle. Raconte. À l'heure où le peuple mourait de faim, où la famine ravageait des provinces entières, voilà ce que lui prenait dans un seul repas. Car il avait un appétit d'ogre. Tenez, je vous ai apporté le menu d'un dîner semblable quasiment à tous les autres. Écoutez plutôt. 3 potages, à savoir riz à viande, croutons unis, croutons au laitue, 2 grosses pièces, culotte de bœuf au navet, jambon à la broche, 12 entrées. Bah oui, 12. Et il prenait largement de chacune des 12. Pigeon à la Gautier, pâte à l'espagnol, caneton de roi à l'orange, riz de veau en papillote, filet de poularde en casserole au riz, salmi de perdreau. Je ne vais pas vous continuer la suite, monsieur le président. J'en passe. On dit citoyen président. Bien sûr, de Marie-Antoinette, et les marquises au chocolat, et les paix de Nonne. Citoyen accusateur public, Tandis que les bouches tu des n'étais enfants pas témoin. deviennent des vides ordures. C'est Thierry qui était témoin. C'est Thierry qui a vécu aux côtés du ci-devant roi et de la ci-devant reine. Laisse-le continuer. Merci. Continue, citoyen. Le portrait du cynisme passe effectivement aussi par là. Merci, citoyen président. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites, monsieur au beau chapeau, là. Mais après, ce qui se passait, ce qu'on va y suivre, c'était du dindon gras, du chapon pané, du jambon de Westphalie. Non mais, on terminait par 12 desserts. Et, dont par exemple, crème au chocolat, œufs brouillés à l'essence, miroton de pommes, gaufres à l'allemande, tarte à l'alsacienne, gâteau princesse, mais même que le comte d'Artois, son frère, disait lui-même, un goinfre. Un goinfre. Tu n'avais pas toi-même à te plaindre, j'ai consulté les rapports. Tu recevais par repas au moins un plat de viande, un plat de volaille et 4 entremets. Mais moi, je travaillais. Moi, je n'étais pas coupable de la misère de mon peuple. Et l'on pourrait faire tout un livre sur les folies de Versailles. Nous abandonnons le sujet. Il paraît que c'est toi qui as dévoilé le secret de l'armoire de fer. Oui, moi. Tout simplement. Une semaine après son retour de Varennes, il me dit, comme ça, je vais te confier à toi et à Cléry un très grand mystère. Attention à vous si vous me trahissez. Et il nous a envoyé quérir Gamin, le serrurier le plus habile de Versailles. Les doigts d'or. Et Gamin, lui aussi, il a dû garder le secret. Et puis, une nuit, en grand mystère, nous deux aidant Gamin, il a fait un trou dans le mur pour y placer cette fameuse armoire de fer. Et en voici les clés. Mais c'est moi qui les ai données aux gendarmes. Je suis fier d'avoir tout dit, car sans moi, cette armoire de fer, elle serait toujours cachée. On nous dit pourtant que l'accusé était bon et attentionné pour le petit personnel, qu'il ne disputait jamais personne. Je n'ai rien à dire là-dessus, ça allait. Il ne t'a jamais prodigué ses bontés. Juste ce qu'il faut.
Juste ce qu'il faut, c'est vrai que... Je vois que tu en as terminé. La Cour te remercie pour ton témoignage. Tu as été très courageux, citoyen Thierry. Citoyen Président. Je peux aller? Je peux aller, Monsieur le Président? Le citoyen Vergès a quelque chose à dire? Oui, sur ce que vient de dire le citoyen Thierry. Nous t'écoutons. Le citoyen Thierry fut valet chez Louis. Louis fut pour lui sans arrogance, et même bon, il vient de le dire. Il reproche à Louis simplement son appétit, encore que lui n'en ait pas manqué. Il travaille aujourd'hui à la Commune. Il a de bons conseillers. Il feint de croire qu'à un buffet, les dîneurs consomment de tout. Et la blanquette de poule, et la poule au riz, et la poule à la reine. Au fait, il a oublié le plateau de fromage. Il aurait pu vous parler des Bleus d'Écosse, de Bresse. Il aurait pu vous parler de tous les saints, Saint-Saviol, Saint-Paulin, Saint-Nectaire. Mais arrêtons là ce débat. En France, on ne condamne pas à mort Gargantua, et ici, même les deux séminaristes Billaud-Varenne et Donoux ne demanderont pour cette faute, ce péché mortel, ni la peine de mort, ni même le bannissement. Mais Thierry vient de parler d'une affaire beaucoup plus grave. Il vient de parler de l'armoire de fer. Alors parlons de l'armoire de fer. L'armoire de fer, dit-il, a été construite 1 mois après le retour de Varenne. Le citoyen d'office plaide. J'ai dit 1 semaine. Je réponds, Il plaide. le citoyen Le président... citoyen Vergès répond au témoin. Non, il ne répond il se pas. laisse emporter un Il peu ne dans son répond pas, il tempérament. se laisse trop emporter. Peut-être... Ah, Il ne répond trop pas, ou pas si, assez. trop. Nous Non, verrons parfois bien, pas citoyen assez, Collard. parfois trop. Mais là, il plaide, il devrait Il ne poser plaide pas encore, que des citoyen questions. Collard. Laisse Citoyen le pré- défenseur de l'accusé Citoyen- dire ce qu'il a sur le cœur. Président, Et pourquoi je- il s'est moqué de moi du fromage vous et du remercie. dessert? Moi, je les ai Je vus, vous les gens dans remercie les marches. de votre Moi, je les ai intervention. vus, les gens Il à n'a moitié pas- nus, en train de Thierry, faire on l'amour vous a dans les pas escaliers. posé Il n'a pas à dire question. ce qu'il a sur le cœur. Il a à Ils ont dire ce mangé qu'il du a dans la fromage. mort de fer. Thierry, on ne vous a pas posé de questions. Citoyen Vergès, voudrais-tu conclure ton Non, intervention? non, j'en suis à l'armoire de fer. Ouvrez-la. Le témoin vient de dire que cette armoire a été construite dans un mur, introduite dans un mur du palais des Tuileries, 1 mois après le retour de Varenne. C'est ce qu'il a dit. Or, semaine. tu le sais, citoyen président, 1 mois après le retour de Varenne, 500 gardes nationaux montaient la garde nuit et jour au palais des Tuileries. La chambre du roi a été séparée de la chambre du dauphin et de la chambre de la reine par des portes fermées à clé, dont les clés se trouvaient dans les poches des officiers. Le roi ni la reine ne pouvaient coucher en fermant leurs portes, ils devaient garder leurs portes ouvertes pour être surveillés jour et nuit. Faux, Le jardin faux. des Tuileries était fermé. Un poste de garde était installé sous leurs fenêtres. C'est faux, c'est Et complètement même- faux, Président. Même des lieux d'aisance avaient été installés dans les couloirs afin que les gardes puissent épancher leur eau sans cesser leur Mais surveillance. vous faites de la plomberie Et maintenant. c'est dans- Mais et c'est dans- complètement faux. Citoyen Collard, laissez Vergès s'exprimer. Je vous Vergès donne la fait de la parole plomberie. aussitôt après. Il Je fait de suis la le- plomberie. Je suis le citoyen Vergès, je ne suis pas votre Vergès. Ah, certainement pas. Les fruits Le ne sont pas problème est toujours donc- bons. Le problème est donc qu'il est absolument impossible qu'au cours de la nuit, on ait pu construire, on ait pu fouiller un trou dans ce mur et y placer une armoire. Des ramoneurs avaient examiné toutes les cheminées des Tuileries, de sorte que j'en suis arrivé à conclure que cette armoire n'a pas été construite à ce moment-là. D'autre part, le citoyen Thierry vous dit que pour cette correspondance ultra confidentielle, le roi lui avait donné la clé de cette armoire. Montrez-moi les clés. Aucune de ces clés n'est une clé de sûreté. Ce sont les clés des placards des Tuileries. Mais Alors le roi, j'en conclus. Il me les a pas J'en données, je conclus. les ai prises quand on l'a J'en arrêté. conclus. Ou bien dans cette armoire, il n'y avait rien, ou bien cette armoire n'a jamais existé. Et le citoyen Collard vient vous parler lui-même de plomberie. Et cette armoire alors aura été fabriquée par des plombiers recrutés sur les Champs-Élysées. Citoyen Collard. Mais gamin, Citoyen c'est plus Vergès. grand. Silence de la salle. Silence de la salle. Citoyen président. Citoyen Vergès, ce qui est important, à mon avis, ce n'est pas l'heure précise, ni l'époque précise où l'armoire a été fabriquée, c'est ce que signifiaient les documents qui y ont été trouvés. Qui ont été Collard, portés. à toi. Citoyen président. Hop. C'est le cerveau du roi. Du calme. Citoyen Là, accusateur nous public. verrons, on va Citoyen l'ouvrir. président, je voudrais... Citoyen accusateur public, Coupez laisse le Collard fait. s'exprimer. Il n'a pas pu le faire il y a un instant. Citoyen, Collard, à toi. Citoyen président, je voudrais faire quelques observations sur l'armoire de fer.
Personnellement, je pense que l'humanité sera toujours victime des plombiers, citoyen Vergès. J'en prends acte. Vous pouvez, surtout vous. Et des serruriers, le roi. Je veux dire deux choses, citoyen président. Le roi des bricolos. La première, c'est qu'il m'importe peu que l'on ait découvert ou que l'on n'ait pas découvert des documents dans cette armoire de fer. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que, avec le respect que nous avions tous pour Mirabeau, nous ne serions quand même pas allés placer des lettres de lui dans cette armoire de fer pour le perdre. La seconde, c'est que qu'est-ce que j'ai à faire des documents contenus dans l'armoire de fer, alors que le roi, quand il va fuir à Varennes, va laisser un manifeste dit royal, qui est tout aussi accablant, signé de lui, que tous les documents contenus dans l'armoire de fer. Alors cette armoire, allez vous y réfugier si vous voulez. Le manifeste qu'a laissé le roi en partant pour Varennes, où il reconnaît qu'il a signé les décrets sous la contrainte, où il indique qu'il part pour Varennes afin de revenir reconquérir son peuple par la force des armées étrangères, me suffit pour dire qu'il est un collaborateur. Vous connaissez un collaborateur. Citoyen Collard, le roi, le ci-devant roi n'est pas parti pour Varennes. Il est parti pour plus loin. Il a été arrêté par les patriotes de Varennes. En termes de rhétorique, c'est prévision du passé. L'usage, et vous le savez, devant un tribunal, et que la partie civile s'exprime d'abord et la défense en dernier. La partie civile m'a interrompu, je vous demande... Je t'en prie. Vous êtes Je t'en prie, citoyen Vergès. Citoyen Vergès. La partie civile... C'est un collaborateur. Que je demande d'être un peu plus calme. La partie civile vous a parlé de la fuite à Varennes. Mais je pose la question. Est-ce un crime pour un chef d'État de quitter sa capitale en proie à l'émeute pour aller dans une autre ville de son royaume? Condamne-t-on le roi Charles VII d'avoir été à Bourges quand Jeanne d'Arc est venue le rejoindre? Condamnera-t-on à l'avenir d'autres chefs d'État qui, selon les circonstances, iront à Bordeaux ou même à Baden-Baden? Charles VII n'avait pas beaucoup de villes pour s'y rendre. Ce n'est pas du tout le procès. J'en reviens. Le citoyen Vergès se prend pour Cagliostro, président. Le citoyen Vergès a l'entière responsabilité de ce qu'il dit. Je te prie de t'asseoir, citoyen Collard. C'est un voyant. Monsieur le citoyen président, j'ai l'entière responsabilité de ce que je dis, mais je crains que le citoyen Collard n'a plus l'entière responsabilité. Ne faites pas de ce procès un duel personnel. Citoyen Collard, citoyen Vergès, nous sommes ici pour rendre la justice. Et non pas pour nous occuper de querelles. Seule la violence est révolutionnaire. Assoyez-vous, citoyen Collard. Le procès de la violence. Il n'est pas noble. Citoyen Collard, asseyez-vous. Je ne peux pas me battre en duel avec lui, il n'est pas noble. Oh, je vous en prie. Et vous non plus. Citoyen Collard. Et j'en suis fier. Eh ben, tout cela est dépassé. Thierry, mais pas longtemps. As-tu terminé ton témoignage? Oui, monsieur le président. Citoyen président. Je peux aller? Tu peux. Est-ce que je peux offrir le menu à monsieur Vergès? Citoyen Vergès. Citoyen Vergès. Il connaît d'autres clubs au bord de la Méditerranée. Thierry. Où on a des menus pareils. Thierry, tu peux partir. La Cour te remercie, je t'ai dit, tu as été très courageux, et j'appelle le témoin suivant, Robespierre. Je préfère les esclaves aux domestiques. Maximilien de Robespierre, sans particules, avocat talentueux d'Arras qui a pris conscience de la grandeur de la Révolution en polémiquant avec le clan royaliste de cette ville. Déjà député aux États généraux, premier député de Paris, surnommé l'incorruptible. Je devine ce que certains d'entre vous pensent et que les contre-révolutionnaires vont me reprocher. Ces témoins sont essentiellement des accusateurs. Mais je vous demande, quels plus lucides esprits que Danton ou Robespierre pour désigner les vérités de l'histoire. Et je te salue, Robespierre. Naturellement, ton engagement est de règle, mais ici chacun te tient pour le symbole même de l'intégrité. Je m'engage à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Nom, prénom, âge et qualité. Robespierre, Maximilien, 35 ans, avocat d'Arras, premier député de Paris. Depuis quelques semaines, tu es l'un des plus ardents à demander la tête de l'accusé.
Or, tu es connu comme un adversaire résolu de la peine de mort. À la Constituante, par proposition de loi, tu en demandes même l'abolition. Peux-tu nous expliquer cette contradiction? Il n'y a pas de contradiction. En cette circonstance, je ne guillotine pas un homme, je guillotine un millénaire. D'aucuns feront observer, citoyens, que pour guillotiner un millénaire, il suffisait de guillotiner la monarchie, c'est fait. Aussi longtemps que le roi est vivant, la monarchie peut ressusciter. À lui seul, aussi longtemps qu'il respirera, Capet concentrera sur lui tous les complots contre-républicains. Le sentiment qui m'a porté à demander mais en vain à l'Assemblée constituante l'abolition de la peine de mort est de fait le même qui me force aujourd'hui à demander qu'elle soit appliquée aux tyrans de ma patrie et à la royauté elle-même en sa personne. Capet doit mourir. Il n'y a pas en cette circonstance d'autre vérité à servir. Tu sais ce que certaines factions vont te reprocher. Que je veux abattre le despote pour mieux installer ma propre dictature. Accusation trop méprisable de lâche qui n'ose pas m'interroger en face. Je ne faisais que débroussailler le chemin, citoyen président, pour laisser libre place à son témoignage. Mais au vrai, je ne suis pas venu exactement témoigner. Je suis venu énoncer l'évidence. Et l'évidence est que cette affaire est déjà jugée dès lors que l'Assemblée nationale a prononcé acte d'accusation. C'est exceptionnel, peu importe. Louis n'a pas à être jugé, il a à être condamné. La mesure est de politique et non de justice. Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public. Un acte de providence nationale à exercer. Louis doit mourir pour que la patrie vive. N'est-ce pas effacer ce tribunal? Louis est traître à la nation française, criminel envers l'humanité, 1000 preuves l'attestent, aucune indulgence n'est de mise. Cependant, il n'y a citoyen, pas de cependant. La culpabilité de Louis éclate aux yeux de tous. À lui seul le complot. L'armoire de fer est accablant. Louis est au-delà d'un principe de dialectique. Il doit être accusé. Je pensais que tu développerais davantage les éléments de la culpabilité. Inutile. La culpabilité va de soi. La mort de Louis Capet est dans la fatalité de ses propres fautes. La Cour te remercie, citoyen Robespierre, et j'appelle le citoyen Donou, dernier témoin de l'accusation.